Monsieur Boccoté, bonjour. Vous connaissez la tradition de l'émission. Nous allons commencer par une citation, cette fois-ci de Christopher Lasch, extraite de son ouvrage « La révolte des élites ». Je cite « Les élites ont cessé de se voir comme des gardiens du bien commun. Elles considèrent désormais leurs privilèges comme des droits et non des responsabilités ». Que vous évoque cette citation de Lasch ? Elle me semble assez exacte, en fait. C'est-à-dire, on s'est retrouvé devant... Et après, il utilise la formule de la sécession des élites dans son bouquin, dans plusieurs autres d'ailleurs. Donc, une sécession des élites dans le monde occidental qui non seulement considèrent en effet que leurs privilèges leur reviennent de droit, mais qui plus encore sont gardiennes de la démocratie contre un peuple dont elles se méfient et qu'elles soupçonnent de tous les travers parce qu'il serait travaillé par des préjugés anciens, par des stéréotypes, par des passions mauvaises, par des phobies. Dès lors, leur rôle consiste dans une forme d'inversion des fonctions, à être les gardiennes de la démocratie contre un peuple factieux et dangereux. On l'a vu en France au moment de la présidentielle, rappelez-vous, quand plusieurs se réjouissaient à l'idée que les candidats Mélenchon, Zemmour et Le Pen n'aient pas leur signature. Donc, vous disaient, au moins, on va être privé de ces candidats toxiques qui viennent brouiller le jeu démocratique. De la même manière, on nous dira, on l'a vu au moment du Brexit. Au moment du Brexit, plusieurs ont dit, les électeurs civilisés, cultivés, diplômés ont voté pour le Remain, pour rester dans la Grande-Bretagne, et il n'y a que les édentés malodorants qui ont voté pour le Brexit. Et de la même manière, dans les élections américaines, on le voit aujourd'hui, quand une partie de l'intelligentsia progressiste se rassure en disant ce sont les gens diplômés qui votent Harris et les pas diplômés qui votent Trump, sans se demander ce qu'on apprend exactement dans l'université qui peut conduire à voter Harris avec autant d'enthousiasme. Une petite pause pour vous informer que le 14 décembre prochain, je suis convoqué comme directeur de la publication de Frontières à la 17e chambre correctionnelle de Paris suite à une plainte de SOS Racisme contre votre média. Cela fait suite à de nombreuses plaintes, dont celle du CCIF. Si vous souhaitez nous soutenir, participez à notre campagne de dons défiscalisée. Ça nous permet de mener la lutte. Bonne vidéo. Monsieur Boccoté, je vous propose de débuter votre entretien par la thématique des élections présidentielles américaines. Vous le savez, Donald Trump a remporté le scrutin avec une avance extrêmement large en obtenant plus de 300 grands électeurs. Quelles leçons nous pouvons tirer en tant que Français de ces résultats ? Premièrement, de ne pas se fier aux médias français lorsqu'on veut comprendre la politique américaine. Ça, je pense que c'est la première chose. Je l'ai noté, mais je le dis en tout respect, parce que Dieu sait que j'ai du respect pour la presse française, les intellectuels français. Il y a une mauvaise connaissance des États-Unis, une mauvaise connaissance, par exemple, de l'histoire du Parti républicain, une mauvaise connaissance de l'histoire du Parti démocrate, une mauvaise connaissance de l'histoire des différents réalignements politiques qu'il y a eu, par exemple, dans la deuxième moitié du 20e siècle aux États-Unis. Donc, on se retrouve avec des gens qui connaissent mal l'histoire américaine et qui lisent la politique américaine à la lumière du New York Times, qui est un journal que je considère personnellement comme la Pravda du régime diversitaire américain. Mais quoi qu'il en soit, donc, premier élément, il faut aller à la rencontre de la pensée américaine, de la sociologie américaine, de la vie intellectuelle et politique américaine pour la comprendre. Ça implique, pour la gauche, on connaît les grands titres. En fait, je dirais encore une fois, lire le New York Times permet d'avoir de comprendre l'état d'esprit des élites progressistes américaines. Si on veut comprendre ce qui se passe dans l'esprit des conservateurs, comme on les appelle, ou des Trumpistes, alors il faut lire d'autres choses. Il faut lire des revues comme le Claremont Review of Books, First Things, American Conservative, Chronicles, je pourrais en nommer plusieurs, qui sont des revues je pense que je l'ai dit, le Claremont Review of Books, des revues qui permettent de comprendre l'évolution de la pensée conservatrice américaine. Or, une chose, par exemple, qu'on a pu voir ces dernières années dans la pensée conservatrice américaine, c'est la question posée de nouvelles manières du régime. Alors, la question du régime posée en France, souvent, c'est 5e République, 4e République, peut-être 6e République un jour. Aux États-Unis, la question du régime se pose, mais à l'intérieur des paramètres de la Constitution. Donc, on va dire, par exemple, la Constitution, elle est là, elle a été interprétée, déformée, surinterprétée, mésinterprétée par la Cour suprême, mais la Constitution demeure le cadre politique dans lequel se passe la vie nationale. Ensuite, la question du régime se passe aux États-Unis d'une autre manière, en posant la question de ce qu'on appelle l'État administratif. La question de l'État administratif, elle nous vient de James Burnham. Elle a traversé ensuite jusqu'à la vie intellectuelle et la vie politique et intellectuelle des milieux conservateurs jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est la question de l'État administratif? C'est l'idée qu'il y a le législatif, l'exécutif et le judiciaire dans la démocratie moderne. Mais une quatrième branche s'est créée, c'est la bureaucratie, en fait un complexe bureaucratique immense,
qui a un pouvoir exceptionnel et qui n'est redevable envers personne, sinon ses propres bureaucrates, et qui est dans une logique d'ingénierie sociale permanente. Donc on va rééduquer la population, on va reconstruire les relations sociales, et ce complexe bureaucratique s'est étendu sans qu'on ne puisse jamais le contenir. Les conservateurs américains, depuis quelques années, se sont dit, c'est par exemple le cas d'un intellectuel comme Michael Anton, mais c'est pas le seul, se sont dit, pour être capable, qu'est-ce qu'on fait pour contenir cet état bureaucratique qui s'étend partout, ce que certains appellent de manière peut-être un peu rapide l'état profond. Mais ça va au-delà de l'état profond, parce qu'il y a la notion d'état profond, une forme d'état clandestin. Là, on parle d'autre chose, on parle de l'extension bureaucratique infinie de l'État. Eh bien, Anton dit, il faut redécouvrir la fonction de ce qu'ils appellent une forme de césarisme à l'américaine. Pour un Européen, il dira césarisme égale dictature. Bien sûr que non. C'est une forme de bonapartisme à l'américaine. Qu'est-ce que c'est le bonapartisme à l'américaine? C'est la même chose que le bonapartisme partout dans le monde. Chez Aristote, comme chez Machiavel, il y a cette idée qu'il y a 3 composantes dans la cité. Il y a l'un, c'est le chef, le roi, le président. Il y a les quelques-uns, c'est l'oligarchie. Et il y a la masse, c'est le peuple. Et Anton, mais d'autres, disent il nous faut une forme d'alliance entre César et la population pour être capable de combattre l'oligarchie qui s'est emparée du pouvoir dans nos sociétés. Donc ça, c'était au cœur de la campagne des Républicains, mais on en parlait assez peu, je trouve, en Europe. Les Républicains disaient « l'État bureaucratique fédéral, c'est à ce point étendu qu'il nous faut le démanteler ». Et c'est en lien avec une autre question tout aussi importante, celle du wokisme. On a beaucoup dit en France, c'est une révolte anti-woke, la victoire de Trump. Et c'est vrai. Mais il faut comprendre que la question woke aux États-Unis, c'est pas simplement s'exaspérer d'une meute d'étudiants aux cheveux roses, éco-anxieux et porteurs d'une identité de genre indéterminée ou fluide. Non. Le discours woke aux États-Unis, c'est institutionnalisé dans les paramètres de la pensée managériale. Et ça, c'est l'approche EDI, équité, diversité, inclusion. Une approche qui est portée par l'État fédéral pendant les années Biden, très clairement. C'était présent auparavant, on appelait ça la discrimination positive. Mais ça s'est radicalisé ces dernières années. Et là, le clan Trump, entre guillemets, se dit, eh bien, il faut faire en sorte que l'État fédéral ne finance plus l'EDI, qui est fondé sur une logique de racisme anti-blanc que l'on nomme antiracisme, qui est fondé sur l'idée d'une lutte contre les discriminations et les préjugés qui culminent dans les faits dans la théorie du genre où on veut abolir les sexes. Donc, il y a cette espèce d'industrie qui produit une névrose collective. Donc, les Américains ont posé dans cette élection la question du régime sur le plan administratif. Et je crois qu'en Europe, il est nécessaire de poser aussi la question ainsi. Et là je fais le lien, quand M. Fabius dit au moment de la présidentielle, au moment des législatives, si jamais le RN ou Zemmour l'emporte, ils veulent faire un référendum sur la Constitution, sur l'immigration, ce qui est aussi une proposition des LR, soit dit en passant à ce moment-là, Fabius dit « on ne laissera pas faire ». On ne laissera pas faire. On ne permettra pas, autrement dit, à la souveraineté populaire de venir entraver ce qu'on appelle ici l'état de droit. Mais l'état de droit dont on parle en Europe n'est plus l'état de droit tel qu'on l'a connu historiquement, c'est-à-dire l'état gardien des libertés. Il s'agit d'une caste qui a privatisé les institutions publiques et qui nomme état de droit la défense de ses privilèges, pour faire la référence à la phrase de Lach dont vous parliez plus tôt. Donc, aussi en France, mais partout ailleurs en Occident, imaginons qu'une force patriote, populaire, et ainsi de suite, réussisse à gagner les élections. Le régime va chercher à la bloquer. Donc, le régime va dire l'état de droit au nom de la démocratie contre le peuple qui vient de voter par la souveraineté populaire. Donc, c'est aussi la question de l'état administratif, c'est la question du régime diversitaire, c'est la question du gouvernement des juges. Donc, tout ça se pose aux États-Unis. Ça ne se pose pas de la même manière en Europe, mais la même question se pose. Donc, les Américains, dans cette élection, ont posé la question, ils ont fait le lien entre la question du régime et la question du wokisme. Ça aussi, je pense que ça peut nous amener à réfléchir en Europe ou ailleurs. Puis finalement, je dirais la question de l'immigration, évidemment, que les Américains posent aussi. Elle ne se pose pas de la même manière qu'en Europe, encore une fois, mais elle se pose clairement. Et Trump a été dans une posture insurrectionnelle. Trump n'a pas cherché à gagner l'adhésion des élites. Vous me direz peut-être, et ce serait vrai, que Trump a cherché pendant une bonne partie de sa vie à gagner l'adhésion, à gagner le cœur de l'élite américaine. Il voulait être des leurs. Trump rêvait d'être admis dans le club sélect de l'élite new-yorkaise. Mais on l'a toujours traité comme un parvenu. On l'a toujours traité comme un nouveau riche qui n'avait pas vraiment sa place dans ce milieu.
que s'est-il passé de ce point de vue? Sa frustration personnelle a trouvé un point de contact avec une mouvance conservatrice qui se cherchait depuis un temps, ceux qu'on appelait les paléoconservateurs, les paléolibertariens, une droite populiste américaine qui était portée autrefois par Pat Buchanan, on en reparlera peut-être. Mais la rencontre entre ces deux-là a rendu possible une victoire que très peu, même ceux qui la souhaitaient, ne la croyaient pas possible, même ceux qui la croyaient possible ne la croyaient pas aussi considérable. Et au final, nous sommes avec un président élu qui a non seulement la majorité du Sénat, de la Chambre très probablement, des grands électeurs, mais aussi du vote populaire. Donald Trump est un pur produit de la société américaine. En parallèle, la France est un pays qui s'américanise de plus en plus. Est-ce que vous pensez que l'on peut voir un jour l'émergence d'un Trump à la française, ou est-ce qu'on a déjà eu en quelque sorte un Trump à la française avec Éric Zemmour, par exemple ? Je ne pense pas. Je pense que les deux sociétés sont fondamentalement différentes. Alors, il faut raconter, en fait, d'une certaine manière, l'histoire du Trumpisme pour comprendre ce dont il est le symbole. Pardonnez-moi. Trump est le point d'aboutissement d'une révolution intellectuelle et politique qu'on n'avait pas vu venir. 1992, on tente de l'oublier, George Bush père, qui est président, se fait contester à la primaire de son parti, par le Parti républicain, par Pat Buchanan. Pat Buchanan, qui était depuis Nixon, et ensuite sous Reagan, il était d'abord conseiller de Nixon, ensuite il a été responsable des communications à la Maison-Blanche sous Reagan, et pendant tout ce temps, par ailleurs, il y a eu une carrière de journaliste, de chroniqueur, d'éditorialiste, sur le mode assez polémique dans les médias américains. On peut dire qu'à l'époque, Buchanan, c'est le Zemmour américain, si vous voulez faire la comparaison. C'est un éditorialiste qui occupe une telle place dans le paysage politique qu'il devient un acteur politique à lui-même. En 92, il conteste George Bush. Il ne réussit pas à le vaincre, mais il réussit à porter une contestation telle. Il représente un courant dans le parti, c'est la Buchanan Brigade. Et au New Hampshire, il fait un score, et ainsi de suite. Donc, il est invité à la convention républicaine en 92. Et que dit-il dans le discours qu'il est amené à tenir? C'est la guerre culturelle. Le thème de la Culture War, apparaît en 92 dans le débat public par Buchanan, qui l'impose à son parti. Buchanan, en 96, est encore candidat aux primaires. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Eh bien là, il marque un tournant dans le conservatisme populiste américain. Donc le conservatisme populiste américain était d'abord sur les questions morales, on le sait, la baisse des impôts, résidu d'anticommunisme dont il ne savait que faire à ce moment, évidemment. Donc qui s'était tourné vers un retour à l'isolationnisme américain. Mais là, Buchanan, en 96, opère un tournant. Et il dit maintenant, il faut parler d'immigration, contre l'immigration massive. Maintenant, il faut, dit-il, critiquer le libre-échange, la mondialisation. Maintenant, il faut critiquer le globalisme démocratique, cette espèce d'idée que les Américains, après la guerre froide, devaient être la puissance hégémonique qui structurait la démocratisation du monde, qui était le point de vue des néoconservateurs, deuxième génération, pas première génération, mais deuxième génération. Donc là, il marque ce tournant-là. Et il fait un score significatif, mais il est encore battu. En 2000, Buchanan, qu'est-ce qui se passe? Il quitte le Parti républicain, il va se présenter comme candidat indépendant à la présidence avec le Parti de la Réforme, pour lequel Ross Perot avait été candidat en 92. Donc, il y a tout un courant conservateur, populiste, identitaire, dirait-on, américain, porté par Buchanan pendant de 92 au début des années 2000, qui va se retrouver orphelin. Et le conservatisme américain va complètement abandonner la question de l'immigration pendant des années, sauf quelques figures qui en parlaient, mais qui étaient assez marginales. Tom Tancredo, dis-je, par exemple, complètement oublié, mais qui a cherché à porter ça pendant quelques années. Donc, révolte populiste chez les républicains, mais qui a été matée. Chez les démocrates, même chose. Révolte populiste qui était portée au début des années 2000 par Howard Dean, puis ensuite par Bernie Sanders dans les années 2010, qui, elle, était une révolte anti-globaliste, anti-mondialisation. Qu'est-ce qu'on voit donc pendant cette période-là? Une double révolte populiste, à droite et à gauche, dans un système politique, le système américain, où les républicains et les démocrates convergeaient globalement dans un programme commun. Le rôle impérial des États-Unis dans le monde, une forme de mélange de libéralisme économique, mais matiné de clintonisme, donc ça donnait la synthèse américaine. Une adhésion aussi, une définition de la nation qui est à la fois très civique et très multiculturaliste, mais détachée du fondement culturel de la nation américaine. Cette élite-là était véritablement hégémonique. En 2016, Donald Trump arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? En s'emparant à la surprise de tous du Parti républicain, personne n'y croit à ce moment-là, il s'en empare, il surprend tout le monde, et non seulement il fait ça, mais il réussit à gagner ses élections.
Mais il y arrive, et il n'a pas les gens qui sont formés pour gagner. Enfin, il a l'équipe qu'il faut pour gagner, mais pas l'équipe qu'il faut pour gouverner. Trump est désorienté à ce moment-là, donc il va mener une politique à la fois de coup de menton et sinon une politique républicaine classique. Il est battu en 2020, nous le savons. Et en 2024, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a réussi sa résurrection politique. Et là, le système l'a identifié comme un élément fondamentalement dangereux, toxique, irrecevable, inquiétant, effrayant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Une forme de coagulation oligarchique autour du Parti démocrate qui devient à ce moment-là le parti véritablement de l'ensemble des élites. Donc, de la gauche hollywoodienne jusqu'à la droite néoconservatrice qui aimait bombarder les pays chaque année. Bon, tout le système se coagule autour du Parti démocrate. Et on le voit notamment avec sa capacité à lever de l'argent de manière incroyable, beaucoup plus que la campagne de Trump, qui lui devient le candidat insurrectionnel, populiste, anti-système. Mais entre le Trump de 2016, qui surprend tout le monde, et le Trump de 2024 qui se présente, plusieurs choses se sont passées. Le Trumpisme est passé d'une insurrection populiste à un moment où il s'est doté d'une doctrine intellectuelle. Non pas que c'est une stratégie de Trump, mais il y a un mouvement qui s'est déployé autour des mêmes constats, c'est ce qu'on appelle le national-conservatisme, qui est porté notamment par J.D. Vance et son candidat à la vice-présidence. Et il y a aussi, et c'est pas un détail, il s'est donné une contre-élite. Une contre-élite, c'est-à-dire qu'il prend des éléments de l'élite disponibles et il les rallie à son projet d'opposition pour contester l'État bureaucratique dont nous parlions plus tôt. Donc c'est Elon Musk, c'est Kennedy, fils, donc en plus qui marque une forme de rupture dans la légitimité dynastique Kennedy. C'est plusieurs autres figures qui se rallient à Trump pour former une forme de contre-élite, donc capable de gouverner. Puis en plus, il a préparé aussi des élites, des cadres qui sont capables de gouverner avec lui. Donc on est dans une forme d'insurrection qui, cette fois, s'est donné les moyens de son programme. Alors, à votre question, j'y reviens, c'est pour ça que j'ai pris tout ce détour. Est-ce que c'est possible en France? Je crois qu'on en est loin. Je crois qu'on en est loin. Je pense que la vie politique française se déroule selon d'autres cadres, sous une autre culture politique, dans un autre environnement. Mais la leçon qu'on peut retenir pour la France, si on y tient, c'est qu'une force insurrectionnelle ne gagne rien à chercher à amadouer les forces qu'elle conteste. Parce que, et ça, on l'a vu au moment des législatives il y a quelques mois, le RN croyait avoir, moi je l'entendais 100 fois, on a réussi à se dédiaboliser, la diabolisation ne fonctionne plus, c'est terminé, tout va bien. Il suffit que le parti soit en position de prendre le pouvoir, que le système, entre guillemets, pèse sur le bouton de diabolisation et la machine à rediaboliser s'enclenche immédiatement avec les effets qu'on a eus. Donc manifestement, l'insurrection décomplexée qui conteste un système et qui ne se couche pas devant lui, bon, ça fonctionne aux États-Unis, est-ce que ça fonctionnerait en France? Reste à voir, mais ce qui est certain, c'est que la stratégie de la domestication volontaire fonctionne très peu en France. Alors, si on ne peut pas avoir un Trump français, est-ce qu'il y a quand même, enfin, vous avez soulevé quelques pistes, est-ce qu'il y a des éléments que la droite française peut récupérer et qui sont adaptables dans le cadre français, afin qu'on puisse éventuellement gagner des élections un jour? Alors, je dirais que si on tient à tirer des leçons, la première, c'est que lorsque la droite n'est qu'une gauche pâle ou une gauche au ralenti, elle perd. Parce qu'elle se place sur un terrain où elle est condamnée à toujours se justifier de ne pas être son adversaire. Donc, il y a l'idée de décomplexer l'imaginaire dit de droite. Et ça va assez loin, c'est-à-dire ne plus se définir seulement dans la mystique républicaine, redéfinir l'histoire longue du pays, redéfinir la figure du peuple, de la nation, de l'enracinement, quitter la logique de l'ingénierie sociale et de l'État bureaucratique. Ça, je crois que c'est fondamental. C'est encore plus difficile en France parce que la place de l'État dans l'histoire... Ensuite, il faut nuancer. On dit souvent la France s'est faite par l'État, c'est vrai, mais en partie, mais elle ne s'est pas fait que par l'État social tel qu'on le connaît aujourd'hui depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc, quoi qu'il en soit, il y a le premier élément. Si j'étais un homme politique de droite en France, ce que je ne suis pas, mais si je l'étais, je dirais, bon, évidemment, on connaît le problème, rupture avec l'immigration massive, c'est essentiel. Discours anti-woke, mais sérieux, c'est-à-dire pas seulement critiquer les cheveux bleus, mais critiquer aussi les infrastructures institutionnelles qui produisent ce discours. J'ajouterais, et ça c'est une leçon américaine pour la France, une raison pour laquelle le mouvement conservateur ou national-conservateur ou populiste a pu se développer aux États-Unis, c'est qu'il le fait dans un contexte où la liberté d'expression est complète. C'est important ça. Parce que donc, vous pouvez développer votre discours sans être toujours traîné devant la 17e chambre avec une pénalisation, une criminalisation du discours contestataire. La droite française, si elle veut un jour l'emporter, doit prendre conscience que la question des libertés civiques, des libertés publiques, la question de l'identité est fondamentale, de l'autorité, elle est fondamentale, mais les libertés publiques est absolument essentielle. Et de ce point de vue, le dispositif juridique qui entraîne la pénalisation
des propos X, Y ou Z, qui permet à des associations très nombreuses de traîner devant les tribunaux ceux qui dérogent de l'idéologie dominante à un moment X, Y ou Z, ça me semble absolument fondamental, la restauration des libertés publiques. Je vais donner un exemple que je donne souvent, mais qui me semble d'une importance capitale. Quand, à partir de la circulaire Darmanin, le colloque de l'Institut Iliade est annulé parce que pourraient s'y tenir des propos contraires à la loi Pleven, moi je deviens fou. Nul besoin d'être un fan de l'Institut Iliade pour constater que si vous décidez que vous pouvez interdire un événement parce que pourraient s'y tenir des propos qui heurtent l'idéologie dominante ou telle interprétation de la loi, mais vous accordez un pouvoir immense en fait à tous les censeurs disponibles. C'est Minority Report appliqué à la politique française. Donc je pense que ces deux pôles-là sont essentiels. La question de l'identité est absolument essentielle dans toutes ses dimensions. Immigration, lutte contre le wokisme, défense des fondements de notre civilisation et défense des libertés publiques, défense de la liberté d'expression, défense aussi, ça peut aller plus loin que ça, opposition aux raquettes fiscales, qui dans les faits est au braquage fiscal, qui est un système qui permet le transfert massif de ressources vers une classe bureaucratique qui l'utilise ensuite pour conforter ses privilèges et poursuivre son travail de rééducation sociale et d'ingénierie sociale. Donc vous voyez, je pense il y a matière à réflexion, mais pas matière à transposition. Une sorte de poujadisme 2.0, en quelque sorte, ou c'est assez différent quand même? Non, je pense que de toute façon, la référence au poujadisme ne conviendrait pas en France, elle est usée. Le poujadisme est un mouvement insurrectionnel parmi d'autres, or c'est pas de ça dont nous parlons ici. On parle d'un mouvement qui est capable non seulement de contester, je peux me permettre, le général de Gaulle, lorsqu'il prend le pouvoir, avec Jacques Rueff, est particulièrement libéral en économie sans avoir à être poujadiste. Donc, je ne prendrais pas ce chemin intellectuel-là pour décrire les choses. Je dirais simplement conjuguer les exigences de l'identité, qui sont fondamentales, les exigences des libertés, qui sont absolument fondamentales, et comprendre que notre civilisation conjugue cela naturellement. Et une bonne partie de la droite française le sait. Elle n'est pas unie politiquement, mais il ne m'appartient pas de lui dire comment s'unir, si elle doit le faire. Ça les concerne. Mais je vois sur le plan intellectuel, la critique de ce que j'appelle le régime diversitaire ne peut pas se contenter d'un seul de ses pôles. Est-ce que vous pensez aussi que l'une des grandes failles de la droite française, c'est le fait qu'elle ne parle pas assez à la jeunesse ? Parce que quand on analyse la jeunesse française, elle est très majoritairement à gauche, et tandis que quand on analyse la génération Z aux États-Unis, notamment les jeunes hommes, ils ont voté massivement pour Trump, et on a l'impression que pour une grande partie de la jeunesse française, la droite, c'est vu comme l'axe du mal, mais elle est aussi dans le formol, c'est vieillissant, elle n'arrive pas à parler aux jeunes. Est-ce que vous pensez que ça va être nécessaire dans les années à venir que la droite se reconcentre sur cet électorat qu'elle a peut-être longtemps oublié? C'est un peu ce que vous faites, non? Si je peux me permettre, c'est-à-dire frontières, et ainsi de suite, cherche à rejoindre une jeune génération qui ne se reconnaît pas dans les moyens traditionnels, appelez ça comme vous le souhaitez, les moyens médiatiques, politiques traditionnels. Ensuite, vous me corrigerez, mais le RN demeure le premier parti de la jeunesse française. Donc, manifestement, il y a une partie de la jeunesse qui a fait sécession avec les codes, les interdits médiatiques. Mais je suis d'accord qu'il y a la différence probablement entre la jeunesse américaine et la jeunesse française à droite, c'est que la jeunesse américaine croit qu'elle peut gagner. Alors que, et peut-être est-ce le cas aussi d'une partie de la jeunesse en France, mais en France, les défaites sont si nombreuses depuis une quarantaine d'années, on pourrait dire, trouvez votre point de départ, mais on pourrait dire depuis depuis les années 80 globalement, les échecs ont été si nombreux qu'elle a pris l'habitude de sa défaite, et tout ce qu'elle souhaite, c'est quelquefois elle adhère à une forme de conservatisme dans le mauvais sens du terme. Donc on va défendre... ce qu'on a fait jusqu'à présent mérite d'être défendu, mais on ne peut rien faire de neuf, d'intéressant, parce que l'avenir appartient aux progressistes et l'avenir est nécessairement sombre. Donc on est un peu foutu. Ce que ne dit pas la jeunesse américaine. J'ajoute, et c'est probablement une chose intéressante, Roger Scruton, le philosophe britannique, avait accepté vers la fin de ses jours de siéger bénévolement sur une commission sur l'architecture aujourd'hui. Et pourquoi avait-il accepté cela? D'ailleurs, il a été roulé dans la boue par des journalistes de gauche. Son honneur a été rétabli et sauvé à la fin, mais bon. Scruton dit « On a trop souvent tendance, à droite, entre guillemets, à considérer que la beauté architecturale appartient au monde d'hier. Ce qu'on peut construire aujourd'hui sera laid. Nous pouvons conserver la beauté d'hier. » Or, Scruton nous dit la beauté n'appartient pas seulement à une époque. Les principes esthétiques fondamentaux peuvent être réinvestis en notre temps et nous ne devons pas considérer l'architecture de l'avenir seulement à la gauche. Nous devons avoir une conception de l'architecture, dans ce moment, du bâtiment public, qui soit capable de porter une exigence de beauté sans croire que la modernité est nécessairement signe de laideur.
Alors ça, c'est pas inintéressant, c'est-à-dire la capacité à se réapproprier l'avenir autrement qu'à la manière presque d'un continent mental où on est condamné à être vaincu parce que le monde qui vient sera nécessairement atroce. Ça, c'est probablement des leçons à retenir de ce conservatisme américain, de cette droite américaine, mais qui a par ailleurs un élément libertarien qui n'est pas inutile. Musk, à travers dans la synthèse trumpienne, parce que dans les éléments de la synthèse trumpienne, vous avez J.D. Vance, national-conservatisme. Vous avez Musk, une forme de futurisme qui, par ailleurs, fait pas rêver. Je peux me permettre, moi, l'idée de me faire mettre une puce au cerveau, non merci. Mais il incarne, au-delà de ce côté un peu plus que désagréable, il incarne l'idée que le futur peut appartenir à son camp aussi. Donc, mais l'Europe est traversée par le sentiment de sa décadence. L'Europe est traversée par le sentiment qu'elle est un peu foutue. La bourgeoisie européenne éduque ses enfants pour qu'ils puissent vivre partout ailleurs dans le monde qu'en Europe. Donc, ça en dit beaucoup peut-être aussi sur un certain état d'esprit civilisationnel. Mais ne pensez-vous pas que c'est justement l'un des grands problèmes de la droite française de développer un discours qui est anxiogène et qui n'est pas porteur d'espoir ? Parce que si on analyse, par exemple, le discours de Trump au cours de cette élection de 2004, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2016, il avait un discours assez sombre, anxiogène, et là, il a été le porteur d'un message d'espoir, une promesse de rendre à l'Amérique un nouvel âge d'or. Est-ce que vous ne pensez pas que la droite française a tout intérêt à, certes, tirer un bilan qui est compliqué sur tout un tas de sujets, notamment sur l'immigration, l'insécurité, etc., mais qu'elle doit en parallèle insuffler un vent d'espoir et être porteur d'un projet civilisationnel? Jérémy n'a pas le choix. Mais l'Europe, encore une fois, il faut revenir, l'Europe est habitée par le sentiment de son déclin. Elle était non seulement une civilisation, mais la civilisation dans son esprit. Elle était le point de référence du monde. Elle l'était même pour le nouveau monde qui se définissait toujours selon les critères de l'ancien. Donc ça exige une forme de révolution intellectuelle chez les droites européennes que de s'imaginer que l'avenir ne sera pas nécessairement apocalyptique. Je précise que je comprends ce sentiment. Quand on regarde les tendances lourdes, c'est la submersion démographique. Les tendances lourdes, c'est une forme de liquéfaction des identités fondamentales, le masculin, le féminin, dans une forme de progrès vers la flaque finale de l'identité fluide. Ce qu'on a devant nous, c'est une société toujours plus bureaucratique, une crise des finances publiques telle que le matraquage fiscal semble être l'horizon indépassable du contribuable européen. Donc, il y a d'excellentes raisons de penser que ça va mal se passer. L'étape suivante, c'est le propre du politique, c'est une forme de saut dans la foi. Cette idée qu'il est possible néanmoins de sortir de cela, sachant qu'à l'échelle de l'histoire, toute décadence annonce une possible renaissance. Bon, d'accord. Mais le point de vue le plus rationnel sur l'avenir de l'Europe est un point de vue assez pessimiste. Ensuite, la part de la foi politique, la part de la foi culturelle, la part de presque une dimension spirituelle, c'est de dire nous pouvons renaître. Je l'entends. Je pense que c'est le travail des penseurs politiques, c'est le travail des intellectuels, c'est le travail des leaders politiques surtout. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'être lucides sur l'état des choses. Alors, Monsieur Bock-Côté, on va continuer l'entretien, mais avant, je souhaite préciser à nos spectateurs que vous pouvez commander le prochain magazine qui va justement aborder le paysage politique de droite dans notre pays, mais également à télécharger l'application Frontières. Vous pouvez retrouver des articles de fond et de reprise tous les jours et à vous abonner parce que ça nous permet de continuer notre travail. Monsieur Bock-Côté, aujourd'hui, quel est l'état des lieux politiques à la fois des Républicains, du Rassemblement national et de Reconquête? Donc je vous propose d'avoir votre avis sur ces trois partis dans l'ordre. D'abord les Républicains, le Rassemblement national et ensuite Reconquête d'Éric Zemmour. Qui sont les Républicains? Si les Républicains, c'est Bruno Retailleau, eh bien franchement, Retailleau, je trouve, mène un travail tout à fait remarquable. C'est un homme d'une qualité exceptionnelle, d'une intelligence véritable, d'un vrai courage, et qui cherche avec le gouvernement de son pays, tel qu'il est. Moi, quand on me dit c'est rallié à la Macronie, c'est faux. Il se dit, mon pays va à ce point mal que je vais servir ce gouvernement, le gouvernement de mon pays, pour faire ce que je peux pour améliorer la situation. Les Républicains... Pardonnez-moi, ce n'est pas que Retailleau, cela dit. C'est aussi toute une frange qui, entre le RN et les communistes, préfère les communistes. Les noms que j'ai... Nul besoin de dire des noms pour qu'ils nous viennent à l'esprit. Donc, c'est un parti qui est davantage, on l'a dit 100 fois, un syndicat d'élus locaux. L'aile pensante du Parti des Républicains sont aujourd'hui globalement des Républicains plus à droite, qui, dans une
un contexte où il n'y aurait pas un interdit moral pesant sur le camp national, eh bien, représenterait l'aile gouvernementale, le camp gouvernemental du camp national. En quelque sorte, je peux me permettre, la vocation des Bellamy, Retailleau, Vauquier, ce serait de faire une greffe de culture gouvernementale à un camp national qui est enfoncé dans l'opposition depuis plusieurs décennies. Donc ça, mais pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu. Reconquête, version Éric Zemmour et Sarah Knafo, a une vigueur idéologique indéniable et réussissent à occuper une bonne partie de l'espace médiatique avec une parole franche, décomplexée, et qui réussissent chaque fois, ne serait-ce que par la clarté du constat posé, réussissent à demeurer dans l'espace politique alors que Reconquête aurait pu être complètement lessivée par les dernières législatives. Donc, ils réussissent finalement à avoir une forme de vigueur idéologique qui confirme leur fonction dans le débat public actuel. Et quant au RN, dans ses différentes composantes, parce que le RN lui-même a déjà commencé à se coaliser. Donc il y a le Rassemblement national, il y a l'UDR de Ciotti, il y a Identité et Liberté de Mario Maréchal. Le RN sera le pôle dominant du camp national, à moins, comme je dis, à moins que quelque chose se passe et que ce soit une forme de surprise et puis que une forme de redéploiement des cartes dans cela. Mais le RN est aujourd'hui le navire amiral du camp national. On peut apprécier ou non, la question n'est pas là, mais c'est lui qui structure le débat. Ensuite, la question est... il y a Marine Le Pen qui, aujourd'hui, est la cible d'un procès pour chercher à la frapper d'inéligibilité, ce qui est la preuve que le système la redoute. C'est-à-dire un système qui cherche à tout prix, qui fonctionne sur le harcèlement judiciaire, comme on le voit en ce moment, pour être capable de la frapper d'inéligibilité. C'est un système qui veut l'éjecter du jeu politique, tout simplement, et croit être capable de se sauver en faisant cela. Il y a Jordan Bardella qui s'est imposé comme une figure qui est capable de rassembler. Dans son livre, on le voit, toutes les droites sont rassemblées dans cet ouvrage. Bardella est à la fois zémourien dans sa définition de l'identité, sarkozyste dans sa définition du mérite, Dupont-Aignan dans son rapport à la souveraineté de l'Europe. Il est mariniste par fidélité envers celle qui l'a fait politiquement. Il est lepéniste version... grand-père parce qu'il s'inscrit dans la continuité de ce mouvement fondé il y a quelques décennies déjà. Donc, il fait cette synthèse. Donc, vous voyez ça, fondamentalement, on est devant des gens qui, dans un monde normal, devraient être capables de cohabiter. C'est pas le cas en ce moment, il ne m'appartient pas de dire qui a raison, qui a tort, et ainsi de suite, mais chacun porte quelque chose. Ciotti, par exemple, a donné une greffe au RN, une greffe qui est une forme de culture gouvernementale. La tradition républicaine, ça existe. Dans le cas de Mario Maréchal, elle amène une branche qui est conservatrice et identitaire et libérale, qui correspond aussi aux préoccupations d'une partie de la bourgeoisie. Donc, et qui est une greffe nécessaire et qui mène aussi le combat idéologique. C'est important de le dire. Le combat idéologique, trop souvent, une partie de la droite dit on va simplement être une gauche moins radicale que les autres et on va ainsi gagner l'adhésion des uns et des autres. Non, elle mène la bataille idéologique. Donc on regarde ça. Ensuite, il leur appartient de s'entendre ou de ne pas s'entendre, mais l'état des lieux est à la fois sévère, parce qu'une telle désunion dans un moment historique aussi difficile et tragique, de l'autre côté, on verra s'ils sont capables de faire cette union, je dirais, de Retailleau, Bellamy, Vauquier, à Knafo, Zemmour, en passant par Maréchal, en passant par Bardella, en passant par tous ceux que vous voulez nommer là-dedans, c'est un camp qui, dans d'autres circonstances, aux États-Unis, c'est un camp qui est parvenu à s'unir. Mais le bipartisme le permet. L'Europe, la France a un système partisan tel qu'il favorise le fractionnement des uns et des autres. Vous noterez aussi que la gauche a une capacité de s'unir sur le thème au secours. La droite revient à travers la mystique antifasciste et que la droite a une tradition longue de désunion dont elle ne semble pas être capable de sortir. De facto, par rapport à ce que vous dites sur le Rassemblement national, vous n'êtes pas d'accord avec une partie de la droite, des militants, qui peut dire que le Rassemblement national, c'est un parti d'opposition contrôlé, etc. Vous rejetez tout à fait... il ne m'appartient pas de rejeter. Je constate que le système, si on utilise cette formule, en juin-juillet 2024, a considéré qu'il fallait mobiliser tout l'imaginaire, tous les moyens, toutes les ressources pour être capable de frapper d'anathème un parti qui était traité à nouveau comme la résurgence d'une menace fasciste, ce qui est absolument absurde. On peut critiquer le RN, dis-je, de bien des manières,
mais c'est pas un parti fasciste, il faut arrêter de dire des sottises. Donc, le système considère qu'il s'agit... il faut savoir si on parle sur le plan idéologique ou sociologique. Sur le plan idéologique, le RN, diront certains, ont fait plusieurs concessions, d'autres diront qu'il a fait plusieurs ajustements doctrinaux, des évolutions doctrinales, on utilisera le terme qu'on souhaite. Donc, il a changé à partir, par ailleurs, d'un noyau qui est le refus de l'immigration massive. Bon. Ensuite, et c'est pas un détail, sociologiquement, ça demeure un parti non seulement d'alternance, mais d'alternative. Parce que les élites programmées du régime actuel, qui sont passés par les mêmes écoles, qui se fréquentent de telle et telle manière, ces élites-là considèrent que nous sommes devant avec le RN, une classe politique alternative, une classe politique qui viendrait les balayer, une classe politique nouvelle qui n'a pas le même parcours, qui n'a pas le même imaginaire, qui n'a pas le même circuit de socialisation. Donc, si on considère que l'histoire de la vie politique, c'est aussi l'histoire de remplacement d'une classe politique par une autre, donc pas seulement un remplacement dans cette classe politique entre le parti A et le parti B qui appartiennent au même système, mais par une nouvelle couche sociologique et politique qui vient balayer l'ancienne, le RN est vu comme un parti d'opposition fondamentale par le régime. Ensuite, il donne des gages croyant acheter la sympathie des uns et des autres, mais ça, c'est un autre débat. On l'a vu, Éric Ciotti, au cours des législatives anticipées, a fait un pas vers le RN. Pensez-vous que cette union des droites est un pari gagnant et qu'il est nécessaire de réitérer l'expérience pour le scrutin présidentiel de 2027 ? Non. Encore une fois, il ne m'appartient pas d'être stratège pour les uns pour les autres. Je constate, cela dit, que la gauche va réussir à s'unir très probablement. Encore une fois, en ce moment, elle semble divisée, mais Mélenchon, pour peu qu'il réussisse à s'imposer, va réussir à fédérer un large électorat. Je pense que le bloc central peut se fractionner plus qu'on ne le dit. Il y a tellement d'ambitions au pluriel et contradictoires dans ce bloc qu'ils peuvent se diviser en plusieurs candidats. Ce n'est pas inimaginable. Ensuite, le bloc national, je ne vois pas exactement comment il peut faire l'économie de l'union d'une manière ou de l'autre. Si on se met dans leur perspective, le RN ne peut pas gagner seul, mais ses alliés doivent accepter que c'est le RN qui porte l'alliance. Alors ça, on verra s'ils en sont capables ou non, c'est pas de trancher. Mais le RN doit accepter d'avoir des alliés, et ses alliés doivent être acceptés d'être des forces d'appoint et non pas des forces aussi importantes que lui. Je pense que, et chez certaines des forces d'appoint, et au RN, c'est une espèce de double acceptation qui ne va pas encore de soi. Mais ensuite, parce que pour le RN, il s'agit, de leur point de vue, de gagner non seulement la présidentielle, mais les législatives qui suivront. Et une fois, s'ils l'emportent, il faut être capable, dans leur esprit, de contester le régime qui va tout faire pour les bloquer. Le monde de M. Fabius va se mobiliser à partir du Conseil constitutionnel pour être capable de casser en disant « votre programme est anticonstitutionnel, il est illégal, il est illégitime, vous n'avez pas le droit de l'appliquer ». Il va avoir une épreuve de force à ce moment démocratique, évidemment. Il va avoir une épreuve de force entre des principes de légitimité contradictoires, entre ceux qui se réclament de la souveraineté populaire et de la souveraineté nationale et de l'identité nationale, et ceux qui vont dire non, nous, c'est l'état de droit tel qu'on le comprend. Donc à ce moment-là, ça va être un rapport de force, une forme de 1958 bis, sans la menace des parachutistes, heureusement, mais une forme de 1958 bis où la France va... Et l'enjeu, il ne s'agit pas ici de fonder la 6e République, mais de savoir quelle interprétation de la 5e doit prédominer. La 5e telle que pensée par le général de Gaulle, ou la 5e telle qu'elle a évolué aujourd'hui au point où M. Fabius, je le redis, qui est un homme qui n'est pas sans qualité, hein, intellectuellement, je ne dis pas le contraire, mais qui est un homme qui se présente aujourd'hui comme le gardien du régime contre ce qu'il considérait une forme d'insurrection populaire, plébéienne, toxique, amatée. Au cours de l'élection américaine, nous avons assisté à une diabolisation parfois extrêmement choquante entre les républicains et le parti nazi. Visiblement, c'est une stratégie qui n'a pas marché outre-Atlantique et qui a même été rejetée par une partie du peuple américain. Mais en France, ça existe encore et ça a de belles années devant nous. Comment contrecarrer justement cette diabolisation perpétuelle de la plupart des médias et même cette censure, puisque vous avez parlé du livre de Jordan Bardella, qui ne pouvait pas être affiché dans les gares, notamment. Oui, pas seulement. Il y a aussi le livre de Stern et Moutot, qui avait une campagne de publicité à Paris qui a été frappée d'interdit parce qu'accusé de transphobie. Bon.
c'est quand même assez fascinant. Les colloques interdits, les associations qui sont... le gouvernement décide leur dissolution. Donc, non, la persécution bancaire de plusieurs militants identitaires. Non, tout ça, c'est quand même une dimension répressive. Moi, dans mon dernier livre, j'appelais ça les prisonniers politiques du régime diversitaire. Il y en aura. Il y en a déjà, à certains égards, dans d'autres... et il y en aura. Je pense que dans le monde occidental, on se destine vers cela. Cela dit, la première chose est de savoir décrypter les mécanismes de la diabolisation. La première chose consiste à savoir comment fonctionne ce système qui disqualifie, qui diabolise, qui transforme en infréquentables ceux qui le remettent en question. Donc, c'est un travail presque de décryptage intellectuel. Ensuite, il s'agit, je crois, de se délivrer de la tentation de donner des gages. Si vous expliquez toujours que vous n'êtes pas ce que le système dit que vous êtes, d'une certaine manière, vous vous laissez piéger par lui. Vous êtes d'extrême droite. Non, je ne suis pas d'extrême droite. Puis là, on se laisse piéger dans Il y a quelque chose là-dedans qui devient fou. Évidemment que nous ne sommes pas d'extrême droite, d'autant que ce concept est absolument impossible à définir aujourd'hui. Bon, ce que devraient se dire les gens du camp national. Ensuite, il doit y avoir une conception, je pense, de leur action qui ne consiste pas seulement à gagner l'élection, mais une fois qu'ils ont gagné l'élection, être capable de conquérir le pouvoir, être capable de l'exercer véritablement. Mais ça implique assurément de se vacciner contre le politiquement correct et ne pas se laisser intimider et dominer dès lors que la machine à hurler des insultes se met en place. Parce qu'inévitablement, elle va être redéclenchée, elle va être toujours aussi efficace auprès de plusieurs et les effets électoraux sont indéniables. Donc, il s'agit d'entrer dans une logique où il ne s'agit pas de se faire apprivoiser par le système pour en être l'élément un peu différent, mais d'être capable de le contester si on est dans cette logique, sachant qu'on croit au service d'une démocratie véritable et d'une défense de l'existence d'un peuple. La stratégie de dédiabolisation menée par Marine Le Pen depuis plusieurs années a finalement porté ses fruits, mais pensez-vous qu'à terme, cette stratégie n'est pas dangereuse puisque le parti risque de revenir systématiquement sur ses fondamentaux? Quand est-ce qu'il faut s'arrêter? Premièrement, je ne suis pas d'accord avec vous, je ne pense pas qu'elle a porté ses fruits. Le fait est qu'on l'a vu aux législatives. Si elle avait porté ses fruits, la dédiabolisation n'aurait pas fonctionné. Ce qui a échappé probablement à ces théoriciens, ces stratèges, c'est que la diabolisation ne dépend pas du diabolisé, mais du diabolisateur. C'est le diabolisateur qui décide de vous diaboliser. Et s'il veut vous diaboliser, il va toujours trouver une raison. Marine Le Pen a rompu avec les déclarations historiques outrancières qui étaient celles de son père. Elle a clairement dit « je n'assume rien de tout ça ». Elle a marqué une rupture. Donc tout ce qui... Elle a jusqu'à chasser son père de son parti. Bon. Donc, elle a donné tous les gages nécessaires et c'est pas encore assez. Pourquoi? Parce que fondamentalement, la gauche considère que tant qu'on n'est pas de gauche, on est diabolisable. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que pour la gauche, la droite n'est pas l'autre camp politique. Pour la gauche, la droite, c'est le rebut des déchets politiques. La gauche s'autoproclame gauche et nomme droite et renvoie à droite ce dont elle ne veut pas. Ce qui fait que, selon les mots, donc la droite ne fait qu'accumuler des éléments nouveaux avec le temps, parce que la gauche est toujours en progrès, en mouvement. Donc non, je ne pense pas que la dédiabolisation a fonctionné. Je pense que certains constats portés par le FN autrefois et le RN ensuite sont désormais partagés par une bonne partie de la population, que ces constats partagés entraînent des comportements électoraux nouveaux. Ça, je crois que c'est réel. Mais on le voit quand le système se sent en danger. Il suffit de très peu pour que tous se mettent en ordre de marche pour dire « Attention, les fascistes sont de retour, la marche sur Rome est devant nous, on a des chemises brunes devant nous. » Et puis, il y a une forme de culpabilisation étonnante chez certains qui se disent « Mais il y a peut-être du vrai dans ça, on va prouver qu'on ne l'est pas. » Je reviens, lisez le livre de Bardella, on peut apprécier ou non, la question n'est pas là. Mais si vous faites la liste de ses positions, on est devant quelqu'un qui est une forme au point de contact entre Nicolas Sarkozy, Philippe Séguin, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour et Natacha Polony. On n'est pas exactement devant un factieux. Mais bon, encore faut-il savoir ce qu'on pense soi-même et pas laisser l'adversaire, entre guillemets, nous définir par ses injures. Mais vous ne pensez pas que c'est ce qui a permis à Marine Le Pen d'augmenter significativement ses scores au niveau des votes avec justement cette stratégie de dédiabolisation? Ça dépend ce qu'on entend par dédiabolisation. Il y avait des ruptures nécessaires à faire, notamment avec les fameuses déclarations historiques évoquées. Ça, il fallait les faire. OK. Il fallait les faire en soi, pas pour une stratégie de dédiabolisation, parce qu'il y avait des choses là-dedans qui étaient irrecevables, condamnables. On le sait, on sait lesquelles, donc très bien.
Pour le reste, la dédiabolisation, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand le régime dit vous êtes des ennemis de l'état de droit. À l'instant, je me mets dans l'état d'esprit de ces gens-là. On défend les libertés publiques, on défend la liberté d'expression, on défend le droit de propriété, on défend la liberté de manifester. Mais on est contre l'immigration massive et on ne pense pas que c'est un droit fondamental pour des millions de personnes de s'installer à leurs conditions dans nos propres pays sans même avoir à s'intégrer. On ne pense pas que c'est aux juges à fixer les paramètres de la politique publique, des politiques publiques et de la politique nationale, et que les juges doivent interpréter la Constitution, ils doivent interpréter les lois à la lumière de la Constitution telle que pensée par le constituant. Bon. Mais ça aujourd'hui, on nous explique que c'est de l'antilibéralisme et de l'illibéralisme. Moi, je me veux très libéral, j'ai toujours considéré que j'étais très libéral, et j'ai pas l'impression que la défense de la démocratie libérale aujourd'hui devrait nous amener à adhérer à la version falsifiée de l'état de droit, qui est celle d'une caste, d'une oligarchie, qui cache derrière l'état de droit la défense de ses privilèges, et à travers cela, un régime diversitaire qui, plus il est désavoué par la population, plus il se radicalise. Vous vous êtes défini comme très libéral, j'imagine d'un point de vue économique notamment. Mais politique aussi. Politique aussi. Les libertés publiques sont essentielles. Moi, je n'ai aucun... La défense des libertés publiques est essentielle. Ce qui n'est pas essentiel, c'est la transformation systématique de chaque caprice en besoin, chaque besoin en droits fondamentaux, et les juges ont ensuite pour vocation de faire respecter, entre guillemets, ces droits fondamentaux par l'ensemble de la population. Il y a une différence entre la défense des libertés publiques et le droit de l'homisme radicalisé des 40 dernières années. Et justement, je voulais revenir sur Christopher Lasch, que l'on a cité au tout début de l'entretien. Il était persuadé qu'on ne pouvait pas être à la fois libéral d'un point de vue économique et conservateur sur les mœurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était libéral, on était ouvert sur le reste du monde, notamment avec le libre-échange, forcément, notre société allait se transformer et qu'on n'arriverait pas à maintenir des valeurs conservatrices tout en étant libéral. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Je connais cette théorie et je la trouve globalement fausse. Être libéral, ça veut dire croire aux libertés publiques, premièrement. Ça veut dire croire aussi sur le plan économique à la maximisation des possibilités d'interaction, d'échange, d'innovation, de création, dans un contexte juridique relativement stable pour que chaque acteur puisse y aller de sa puissance créatrice librement. Sur le plan politique, ça consiste à encadrer l'exercice de la souveraineté, mais on n'a pas à la nier. Donc, Lasch, je crois, témoignait là-dessus de son appartenance à ses débuts dans une certaine gauche. Vous savez, c'est cette frange de la gauche qui commence, dans son époque, c'est la nouvelle gauche, et qui devient ensuite un peu réactionnaire, mais qui passe jamais par l'étape du libéralisme, parce que le libéralisme, c'est ce qu'elle aura détesté en toutes circonstances. Je ne suis pas de cette école. Je pense qu'on peut être tout à fait, on le voit d'ailleurs, ça existe pratiquement. On peut vouloir défendre des valeurs de mérite, d'effort, d'excellence, la continuité culturelle d'un peuple, sa cohérence culturelle et identitaire, tout en considérant que ce peuple peut être libre et n'a pas besoin d'une structure bureaucratique absolument contraignante pour être capable de demeurer lui-même. Je veux dire, et c'est encore une fois qu'on doit distinguer entre la démocratie libérale, l'état de droit véritable et l'état de droit falsifié qu'on nous a imposé. La démocratie libérale repose sur deux pôles, la souveraineté populaire et les libertés publiques. Et ensuite, le débat public consiste à placer correctement le curseur. On a intégré à la démocratie libérale une part sociale. Je l'entends, je trouve que c'est très bien, pour s'assurer que, et comme disait Raymond Aron, la fonction de la démocratie libérale, ce n'est pas de créer l'égalité, c'est d'empêcher que la présence de la misère dans notre société. Donc l'État est là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de miséreux. Ensuite, l'idée que l'État doit être dans une tâche infinie d'ingénierie sociale dans une perspective égalitariste, ça, je ne pense pas que ça fasse partie du programme de la démocratie libérale. Ça, c'est du socialisme. Et de ce point de vue, moi, j'aime parler de socialisme mental, une forme de socialisme mental qui... On croit avoir vaincu le socialisme. On a cru avoir vaincu le socialisme en 1989. Mais non, on a intériorisé, à travers un égalitarisme radicalisé qu'on veut déployer à toutes les relations sociales, on a intériorisé une part sérieuse de socialisme. Et cette part-là n'est pas à notre avantage. Mais elle est à l'origine, entre autres, de la crise des finances publiques qu'on voit aujourd'hui. Elle est à l'origine de la maximisation, la mise en valeur systématique de toutes les revendications minoritaires qu'on présente sous le signe et le langage des droits fondamentaux. Donc ça, c'est quelque chose dont on doit se délivrer pour renouer avec un authentique libéralisme qui n'est pas contradictoire avec des valeurs de civilisation, qui n'est pas contradictoire avec l'existence d'un peuple, pour peu qu'on ne définisse pas le libéralisme de manière caricaturale. Le 24 juillet 1967, Charles de Gaulle a prononcé depuis le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal le célèbre « Vive le Québec libre ».
Monsieur Bock-Côté, vous êtes originaire du Québec. Les Québécois peuvent être considérés comme un peuple frère des Français, rien que sur la question linguistique. Pensez-vous qu'il sera possible un jour d'assister à l'indépendance du Québec? Oui, j'en suis convaincu. Et la question va même se poser assez bientôt, je crois. La question nationale se réchauffe au Québec en ce moment. Hein. Je vous la fais courte, mais en 80, il y a eu un premier référendum, défaite claire des indépendantistes. En 82, le Canada décide d'imposer une constitution que le Québec n'a toujours pas signée aujourd'hui, avec en son cœur une doctrine multiculturaliste. En 95, un deuxième référendum. En 90, un accord constitutionnel qui échoue. Le Canada refuse de reconnaître le Québec comme société distincte dans la Constitution, alors que traditionnellement, on disait du Canada que c'est un pays de deux peuples fondateurs. 95, référendum. 94,4% de taux de participation de mémoire. 61% des Québécois francophones votent oui. 99% des anglophones votent non. 90 à 95% des communautés issues d'immigration votent non. Final, 49,4 pour le oui, 50,6 pour le non. Ça a brisé les reins du peuple québécois, des nationalistes québécois, pendant plusieurs décennies, une forme de dépression forte, le sentiment d'avoir encore échoué alors qu'on avait tant mobilisé pour rendre ça la chose possible. Milieu des années 2000, 2006, 2007, 2008, crise des accommodements raisonnables. Autrement dit, retour de la question identitaire au Québec. Retour de la question nationale par la question identitaire plutôt que par la question de la souveraineté. Retour de la question identitaire progressivement. Et là, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? La différenciation marquée entre un Québec national avec une identité forte et un Canada multiculturaliste qui va devenir peu à peu un Wokistan. Ça s'est différencié. Et là, ensuite, autour du débat autour de la laïcité, de la crise d'immigration massive qu'on vit depuis quelques années, où le Canada renoue avec une histoire, une volonté de noyer le Québec. Hein, c'est la formule de René Lévesque. René Lévesque, il disait, il y a deux ministres, le fondateur du Parti québécois, il y a deux ministères de l'immigration dans ce pays, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Donc là, il y a une renaissance de la question nationale par le biais de l'identité, par le contraste avec le multiculturalisme canadien. Il y a un retour des indépendantistes qui sont premiers dans les sondages aujourd'hui. S'ils gagnent les élections en 2026, ce que je crois, il va y avoir un référendum autour de 2027. Et ce référendum, je pense que les indépendantistes peuvent le gagner. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agira pas seulement cette fois-là de la liberté du peuple québécois, de son indépendance, mais de sa survie. Je vous épargne le long plaidoyer pour l'indépendance du Québec, mais j'en résume la conclusion. Sans l'indépendance du Québec, le peuple québécois est condamné à devenir minoritaire chez lui dans les prochaines décennies et finalement à se folkloriser et à devenir un peuple étranger, non seulement dans son propre pays, mais étranger à sa propre culture qui se folklorisera et se calcifiera. Donc, devant cela, je pense que l'indépendance du Québec est non seulement nécessaire, je pense qu'elle est possible, je pense qu'elle est probable, je pense qu'elle est probable bientôt. L'histoire offre au peuple québécois une troisième chance d'enfin accéder à l'indépendance, et je pense que cette fois-là, nous ne ratons pas notre coup. Et quid de l'avenir de Justin Trudeau? S'il a un avenir politique, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il va perdre ses élections dans quelques mois. Je ne sais pas à quel moment notre entretien sera diffusé, mais en ce moment, nous sommes à peu près à la mi-novembre. Trudeau devrait perdre ses élections. S'il y avait des élections maintenant, il serait massacré électoralement par Pierre Poilievre du Parti conservateur fédéral. S'il y a des élections au printemps, il va être battu par des conservateurs encore une fois. Mais la question du Québec dans le Canada ne dépend pas de Justin Trudeau. C'est-à-dire, même si c'était les conservateurs de Pierre Poilievre à Ottawa, ça ne changerait rien à la nature du régime canadien, à la nature du cadre canadien. Et de ce point de vue, même si c'est sans Justin Trudeau, le Québec a tout autant de raisons de faire son indépendance. Ça, il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Il faut distinguer la question du gouvernement circonstanciel et du régime canadien. Merci, M. Bock-Côté. Merci à vous.